Un plan B pour l'Europe est-il possible? C'est l'objet d'un sommet internationaliste qui se tient en ce moment à Paris. Un colloque initié par les gauches européennes, déçues de l'issue grecque de cet été. On en parle ce matin avec Mathias Tavel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur notre plateau. Vous êtes militant du parti de gauche, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs sera chargé de clôturer le sommet tout à l'heure. Et puis vous avez aussi écrit ce livre, Le cauchemar européen, comment s'en sortir, aux éditions Bruno Le Prince. Alors justement, comment s'en sortir avec peut-être ce plan B? Qu'est-ce qu'il va y avoir finalement dans ce fameux plan? Déjà, comment s'en sortir? Il faut déjà commencer par dire qu'il faut s'en sortir. Et qu'on ne peut pas espérer faire une autre politique en France et en Europe si on ne sort pas des traités européens. On ne peut pas faire du protectionnisme sans sortir des traités européens. Des traités, pas de l'Europe. On ne peut pas faire de la relance de l'activité sans sortir des traités. On ne peut pas faire des services publics et du partage des richesses sans sortir des traités européens qui imposent l'austérité, le libre-échange, etc. Donc déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Si on n'est pas prêt à affronter cette Europe et à construire autre chose, alors on finira comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, et malheureusement, sinon on sera étranglé comme l'ont été les Grecs et le gouvernement d'Alexis Tsipras. Justement, Yanis Varoufakis sera présent aussi, l'ancien ministre de l'économie grec. Est-ce que l'échec d'Alexis Tsipras signe pas justement l'échec de ce plan B? Il signe l'échec d'une illusion, à mon avis, qui était l'idée qu'on pouvait espérer transformer l'Union européenne sans rupture, en essayant, par des arguments, de convaincre des gens. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en face d'un gouvernement honnête et sincère, vous avez des gens qui sont malhonnêtes et pas sincères. Tout le monde sait que la dette grecque ne sera pas payée, mais personne ne veut accepter sa remise en cause. Tout le monde sait que l'économie grecque... Ils sont engagés à la renégocier quand même. Hein. Mais s'ils sont engagés en juillet, c'était censé commencer en octobre, on est en janvier, ça n'a toujours pas commencé. Donc c'est encore une fois une promesse européenne, comme la promesse de l'Europe sociale qui avait été faite en 1992 et dont on attend toujours le début du commencement. Donc la question, c'est, puisque la voie, j'allais dire tranquille, honnête, loyale, de la renégociation de l'Europe ne marche pas, il faut donc se préparer à l'hypothèse où on fait autre chose. Bien sûr, si c'était la France et pas la Grèce, le rapport de force serait différent. Mais on ne peut pas faire comme si ça suffisait. On doit être prêt aussi à prendre des mesures unilatérales, de défaut sur la dette, de désobéissance aux traités, et y compris, s'il le faut, inventer un autre système monétaire. Alors justement, parlons-en de vos idées, de vos pistes, avec notamment un système monétaire parallèle. Ça, c'est une piste. Eh bien, écoutez, de toute façon, l'euro tel qu'il a ne marche pas. Donc soit on le transforme, on fait la proposition, nous sommes toujours d'accord pour discuter, mais en même temps on est des gens sérieux, on se prépare à gouverner ce pays. Donc on propose que si les autres partenaires européens ne veulent pas rediscuter, alors nous ferons autrement. Comment? C'est l'objet de ce sommet du plan B. Vous avez différentes propositions. Oscar Lafontaine, l'ancien ministre des Finances de l'Allemagne, ce n'est pas n'importe quoi en Europe quand même. Oui, il y a du beau monde. Propose un serpent monétaire, une sorte de retour au serpent monétaire européen. D'autres économistes proposent de transformer l'euro en monnaie commune, d'autres d'injecter des monnaies parallèles, complémentaires, comme il y en existe, des monnaies locales aujourd'hui, qui pourraient être demain des monnaies nationales complémentaires, pour desserrer l'étau qui est aujourd'hui l'euro, la Banque Centrale Européenne et les politiques d'austérité en Europe. Alors il y a beaucoup de vos militants qui rêvent de ces idées que vous prenez. Qu'est-ce que vous leur dites alors que vous n'avez concrètement aujourd'hui aucun moyen de les faire appliquer? Nous leur disons d'abord que les idées, c'est fait pour se propager et se diffuser, donc c'est à ça que nous servons. Aujourd'hui, il y a plus de 25 nationalités qui sont présentes à ce sommet. Il y a des anciens ministres, il y a l'ancienne présidente du Parlement grec, et tous, nous sommes candidats à appliquer ces mesures. Par exemple, vous avez des députés de Podemos qui viennent faire 20% en Espagne. Vous avez des représentants portugais qui ont fait à eux deux, l'autre gauche portugaise, 20% aux élections portugaises. Vous avez... C'est moins le cas en France, quand même. Mais ça dépend, j'allais vous en parler. C'est quand même le Front National qui profite majoritairement, en tout cas, de la crise en France. Comment expliquer ça? Mais nous ne sommes pas là pour profiter de la crise. On n'est pas des rapaces qui faisons notre miel des malheurs des gens. Non, mais malgré tout, ça avait été le mot de jour de Jean-Luc Mélenchon, essayer justement de faire en sorte que les gens n'aillent pas voter dans cet extrême-là. Et finalement, ça a été un petit peu son grand échec de ne pas récupérer des voix depuis l'élection présidentielle, notamment. Il avait fait un bon score en 2012. Mais effectivement, comme vous dites, il avait fait un bon score en 2012 à l'élection présidentielle. Et ce qu'il faut voir, c'est pourquoi ce qui avait marché en 2012 a été abandonné ensuite. Pourquoi la stratégie front contre front de 2012 a été abandonnée. Pourquoi l'idée d'avoir une campagne large qui parle de la France, qui ne se limite pas à parler de petits accords d'appareil, tout ça a été enterré pour revenir à des négociations qui finalement n'intéressent personne. Et on est bien obligé de le constater. Nos partis sont peut-être très intéressants, mais aujourd'hui ils n'intéressent personne. Ils sont intéressants pour nous-mêmes. Donc il faut parler du pays, il faut parler
de l'avenir. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de la mer, de la planification écologique, de l'espace, on donne un horizon. C'est ça qu'il faut faire pour espérer convaincre et entraîner. C'est pas juste rester entre nous. Pour revenir à votre plan B, concrètement, plan B pour l'Europe, ça veut dire on reste dans l'Europe, alors que les Grecs, en restant dans l'Europe, en choisissant la fameuse voie de la conciliation, comme vous avez dit, n'ont pas réussi, alors même qu'ils ont été élus, ce qui n'est pas encore votre cas. Alors comment on fait? Vous restez dans l'Europe quand même? Nous disons plan B en Europe. Personne ne va sortir de l'Europe. Voilà. Nous n'allons pas déplacer la France du continent européen. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'Europe qui s'appelle l'Union européenne. Et l'Union européenne est une forme passagère de l'Europe. Elle a déjà évolué et peut-être qu'elle doit évoluer encore. Et si elle n'évolue pas, elle mourra. Elle mourra par le référendum britannique, elle mourra parce que les Grecs diront « ça suffit qu'ils s'en aillent tous », et elle mourra parce que la France dira « non », parce que le peuple français a déjà dit non. Et depuis 10 ans, il y a un hold-up en Europe qui est qu'on impose au peuple, et notamment au peuple français, quelque chose qu'il a refusé. Et il y a un moment où cette question de la souveraineté du peuple, elle va se poser. Et si si l'Union européenne se met en travers de la souveraineté du peuple, elle devra être balayée, comme la Ve République, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande. S'ils ne veulent pas appliquer ce que le peuple demande, ils devront partir. Mathias Tavel, revenons à la politique française. On est à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle française. Il y a des intellectuels qui ont signé un appel pour une grande primaire à gauche, une primaire à gauche qui rassemblerait tous les partis de gauche. Est-ce que le parti de gauche, que le Front de gauche serait éventuellement volontaire pour participer à cette primaire? Mais il faudrait déjà savoir ce que c'est que cette primaire. Parce qu'un jour, on nous dit que c'est contre François Hollande, si on lit l'appel. Le lendemain, Daniel Cohn-Bendit dit que c'est pour François Hollande. Oui. Et Julien Bayou, qui est le porte-parole de Cécile Duflot, dit que cette primaire, de toute façon, elle peut être que favorable à l'Union européenne, parce que si c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a gagné, alors ça poserait un problème, parce que lui ne veut pas affronter l'Union européenne. Donc, puisque manifestement, ils ne veulent pas discuter de ces questions-là, je ne vois pas pourquoi on irait passer 1 an, dépenser 1 million d'euros pour essayer d'organiser une primaire, alors que tout le monde sait que c'est une dépense d'énergie, d'argent et de moyens dont nos idées n'ont pas aujourd'hui la possibilité, parce que ce qu'il faut, c'est être dans la campagne, dans la réponse à Marine Le Pen, qui est candidate depuis 2012, à Alain Juppé, qui est déjà candidat. Et justement, avec cette impopularité record de François Hollande, vous avez un boulevard. Comment expliquer que vous ne prenez pas encore cette place? Est-ce qu'il y a un projet de Jean-Luc Mélenchon de rassembler Front de gauche, communiste, Verts? Est-ce qu'il y a un projet comme ça, vous qui êtes son porte-parole? Il y a un projet de Jean-Luc Mélenchon, clairement, qui est de créer un mouvement très large, qui d'ailleurs va bien au-delà de ce que vous dites, Front de gauche, communiste, Vert, qui est un mouvement du peuple pour une autre politique. Et ça, il faudra effectivement qu'on arrive à le faire, et on peut le faire, à mon avis. Pour ça, la candidature de Jean-Luc Mélenchon serait un atout, mais c'est à lui de dire ce qu'il veut. Il est candidat alors ou pas? Il vous le dira voilà, je crois que d'autres ont déjà essayé de le lui faire dire. Généralement, quand Jean-Luc Mélenchon parle, on le comprend assez facilement. Donc le jour où il aura quelque chose à dire de cet ordre, je pense que vous le comprendrez. Merci beaucoup. En attendant de le comprendre, merci beaucoup Mathias Tavel. Le sommet pour un plan B pour l'Europe, c'est donc aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris. Restez avec nous dans un instant, c'est un nouveau jour.